Nous savons que l'église abbatiale de la Lucerne possédait un orgue avant la Révolution, mais nous ne connaissons pas le destin de cet orgue. Tout au plus, peut-on voir au fond de la nef une ouverture qui devait donner passage à la tribune où était situé cet orgue. L'orgue actuel a une histoire qui mérite d'être contée. Cette histoire remonte fort loin, à la fois dans le temps et dans l'espace. Nous sommes en 1514-1515, à peu près à l'époque de la bataille de Marignan. Et nous ne sommes pas en Normandie, nous sommes à Chambéry. Le couvent des Cordeliers de cette ville se dote d'un orgue qui est la version primitive de celui que nous pouvons voir maintenant dans cette église abbatiale. Version primitive, cela veut dire juste le grand corps, dépourvu de toutes les jolies sculptures polychromes qui ont été ajoutées plus tard et dont je vous parlerai dans la suite de cet exposé. L'orgue ne comporte qu'un clavier, quelques jeux, et nous ne savons pas exactement de quelle manière il a été joué, quelles ont pu être les restaurations. En tout cas, il a continué de fonctionner pendant le XVIe siècle, le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et lorsque nous arrivons au XVIIIe siècle, je me plais à rappeler un souvenir de lecture que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner lors d'un concert. Nous sommes dans les années 1730. Jean-Jacques Rousseau vient d'arriver à Chambéry, il est âgé d'une vingtaine d'années, il loge chez sa protectrice, Madame de Voiran, et comme il est passionné de musique, il se lie avec tous les mélomanes de la ville. Il est aisé d'ailleurs de retrouver ce passage des Confessions. Il suffit d'ouvrir le livre 5 de cet ouvrage de Jean-Jacques Rousseau. Dans ce passage, Jean-Jacques Rousseau nous dit que toutes les personnes qui pratiquent la musique se retrouvent autour du clavecin de Madame de Voiran, et il y a en particulier un père cordelier qui s'appelle le père Caton, et nous dit Jean-Jacques, les jours de fête, le père Caton nous emmenait à son orgue. J'ai donc toutes les raisons de penser que Jean-Jacques Rousseau est venu au pied de cet orgue dans sa version primitive. Jean-Jacques Rousseau avait trouvé un emploi au cadastre royal de Chambéry, et c'est une précision qui a son intérêt pour l'histoire de l'orgue, car lorsque je parle de cadastre royal, il ne s'agit pas bien sûr du cadastre de Louis XV, mais du cadastre du roi de Sardaigne, puisque Chambéry, à cette époque, ne fait pas partie de la France. À la fin du XVIIIe siècle, très exactement, je crois, en 1779, les Cordeliers cèdent leur église pour qu'elle devienne la cathédrale du nouveau diocèse de Chambéry. Et c'est sans doute à cette époque que ces jolis ornements polychromes, qui ont été très bien restaurés d'ailleurs au XXe siècle, trouvent leur place et diminuent un petit peu l'austérité des lignes géométriques du buffet primitif.
L'orgue fonctionne donc maintenant dans la nouvelle cathédrale du diocèse et il continue de fonctionner encore au XIXe siècle, époque où il est décidé de faire construire un nouvel orgue. Notre orgue est donc vendu à la cathédrale de Belley qui venait d'être restaurée. C'est son premier déménagement, vous allez voir que ce n'est pas le dernier, et malgré ce déménagement, il ne semble pas qu'il ait donné satisfaction, puisque la cathédrale de Belley s'est dotée d'un orgue d'Aristide Cavaillé-Coll au milieu du XIXe siècle. Notre orgue est donc revendu à l'église de Salins-les-Bains. C'est probablement à cette époque qu'il subit une transformation assez curieuse qui en fait un instrument, je dirais, presque monstrueux, puisque au clavier primitif, à l'unique clavier qui avait été construit au XVIe siècle, on adjoint un second clavier pourvu de 2 jeux de tuyaux et aussi de jeux d'harmonium. Je me demande bien comment cela pouvait sonner. En tout cas, cet orgue était certainement dans un assez piteux état et il lui est arrivé un nouveau malheur. L'église de Salins-les-Bains a été désaffectée dans les années 60 du XXe siècle. Il a donc été démonté et entreposé dans une autre église de Salins-les-Bains. Son histoire aurait pu se terminer là. Il était rongé par les vers, il aurait pu disparaître à tout jamais, mais des Suisses avaient sans doute entendu parler de cet instrument et avaient jugé que, malgré son piteux état, il aurait très bien pu franchir la frontière et être réinstallé dans leur pays. À ce moment, le ministre des Affaires culturelles était Jacques Duhamel. Jacques Duhamel avait été le maire de Dole, localité qui n'est pas très éloignée de Salins. Sans doute a-t-il entendu parler de cette vente projetée par la mairie de Salins et il s'y est opposé. Il a désiré que cet orgue reste en France et c'est l'époque où l'abbé Le Légard, qui aimait les belles liturgies, voulait trouver un instrument digne de rehausser l'éclat de ces liturgies dans sa chère abbaye de la Lucerne. Il s'est donc porté acquéreur de, j'allais presque dire, de ces ruines de cet orgue en 1971 et en 1975, le grand organiste Michel Chapuis a fait classer l'instrument dans sa totalité. Il fallait évidemment trouver des facteurs d'orgue pour le restaurer. On fit appel à cette époque à Philippe Hartmann et à Jean Deloy. L'orgue fut inauguré en 1981 avec un seul clavier et les travaux se poursuivirent jusqu'en 1985 où eut lieu l'inauguration dans la version définitive, c'est-à-dire avec le grand corps du XVIe siècle, un positif de do et un troisième clavier de récit ou d'écho. L'orgue a très bien fonctionné pendant de nombreuses années, et puis il lui est arrivé ce qui arrive à tous les orgues au bout de 30 ou 40 ans, il avait besoin d'un relevage, et en 2020, c'est Pierre-Yves Leblé qui a fait le relevage de cet instrument, et c'est lui qui va maintenant vous en détailler les particularités et les beautés.
C'est au printemps 2019 que je suis venu pour la première fois à l'abbaye de la Lucerne en vue du relevage de son orgue. Et j'y ai découvert à cette époque un instrument fort attachant, mais qui était fatigué, très empoussiéré. Et nous avons donc commencé les travaux de relevage au mois de janvier 2020. Notre travail a consisté à déposer la totalité de la tuyauterie de cet instrument, à la classifier et à la dépoussiérer consciencieusement. Certains tuyaux très anciens avaient quelques défauts d'usure, il a fallu ressouder certaines parties et faire en sorte que chaque tuyau puisse à nouveau parler correctement. Parallèlement à ce travail sur site, certains éléments ont été ramenés en atelier pour une restauration plus approfondie. Ça a été le cas des 3 claviers de la console, ainsi que du pédalier qui ont dû être reponcés, nettoyés, de manière à retrouver par la suite une console rajeunie. En ce qui concerne la partie purement sonore de cet instrument, on est ici en présence d'un instrument d'esthétique classique française, mais établi à partir d'un matériel beaucoup plus ancien, notamment en ce qui concerne les jeux de principaux au grand orgue. J'entends par là la montre de façade, qui est en 8 pieds, le prestant de 4 pieds, il y a aussi le cornet du grand orgue qui est ancien, qui remonte à la Renaissance, ainsi qu'une flûte de 4 au grand orgue et le bourdon de 8. Le reste des jeux ont été rapportés par la suite à la fin du XVIIIe et puis bien après, lorsque l'orgue a été reconstruit ici à la Lucerne par les facteurs Philippe Hartmann et Jean Deloy, qui ont ajouté donc qui ont reconstruit en fait le buffet de positif et apporté l'essentiel de la tuyauterie neuve, à l'exception du chromande, qui lui est un chromande du début du XIXe. On dispose ici aussi d'un 3e plan sonore, qui est le plan sonore d'écho, qui lui est situé à l'intérieur du soubassement de l'orgue, dont une majorité de tuyaux proviennent d'instruments existants en Normandie et qui ont été construits dans la première moitié du XIXe. Alors il y a une particularité ici qui est propre à cet instrument, c'est qu'il est harmonisé avec une pression de vent relativement basse. La pression du vent ici est à 60 mm à la colonne d'eau, ce qui est une pression relativement basse pour des instruments de ce type. Il faut savoir qu'en France, à la fin du XVIIIe, la pression avoisinait 80 voire 90 mm de pression. Et pour des grands instruments tels que le grand cliquot de la cathédrale de Poitiers, on a des pressions beaucoup plus élevées puisqu'on avoisine les 130 mm de pression. Cela signifie qu'en fait l'instrument ici est harmonisé sur le principe du plein vent, c'est-à-dire qu'on privilégie une pression basse, mais par contre on a un débit de vent qui est beaucoup plus important, avec des pieds de tuyaux qui sont grands ouverts et une égalisation au niveau de l'harmonie qui se fait au niveau des lumières et des hauteurs de bouche. Donc ce principe a été conservé par Philippe Hartmann et Jean Deloy à partir de la base sonore qui, elle, remonte à la Renaissance et de facture italienne. Un autre aspect aussi sonore de cet instrument qu'il faut souligner, c'est ce qu'on appelle le tempérament, c'est-à-dire la façon dont est accordé l'orgue. Il faut savoir qu'au XIXe siècle et XXe siècle, les instruments ont été tous accordés suivant un mode d'accord qu'on appelle le tempérament égal, qui permet en fait de moduler d'une tonalité à une autre sans aucun souci. Il faut savoir que sur les instruments plus anciens, on privilégiait certains intervalles au détriment d'autres. Il en résulte en fait au niveau sonore, sur les tonalités favorisées, un sentiment de plénitude et de grand calme au détriment d'autres accords, comme par exemple les si majeurs ou les do dièse majeurs, qui sont beaucoup plus tendus, mais qui peuvent avoir aussi leur sens dans la littérature de cette époque.
Concernant le tempérament de cet orgue, l'option qui a été retenue donc par Philippe Hartmann et puis Jean Deloy est le tempérament Kinberger 3. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais dans les grands axes, en fait, ce tempérament privilégie une tierce pure do mi, mais dans le cas ici de l'orgue de la Lucerne, il a été transposé sur la tierce sol-si. Donc la tierce sol-si est pure, et on a aussi six quintes pures qui ont été aussi réparties sur l'ensemble de la gamme. Et ce tempérament permet de favoriser le répertoire baroque allemand, mais passe aussi très bien dans la musique classique française. Un des moments privilégiés pour le facteur d'orgue lorsqu'il redécouvre un instrument, c'est la redécouverte du registre de montre. C'est en quelque sorte cette montre, l'ADN sonore de l'instrument qui va nous guider pour tout le reste du travail d'harmonie sur l'instrument. Donc cette montre a cette particularité d'être très ancienne, de 1514, et la façon dont les tuyaux sonnent est très caractéristique, très claire, et donc c'est François Moreau qui va nous présenter cette montre maintenant. L'orgue de la Lucerne possède également un tremblant dans le vent qui est situé sur le plan sonore de grand orgue. Le tremblant dans le vent est ni plus ni moins une soupape qui oscille dans le parcours du vent qui alimente les sommiers sur lesquels reposent les tuyaux. Et l'oscillation en fait de cette soupape génère une dépression dans le débit du vent et permet d'avoir un petit peu plus d'expressivité sur les mélanges avec des jeux doux. Pour faire entendre les différentes sonorités de cet orgue, j'ai voulu rendre hommage à l'abbé Le Légard, qui à la fois a restauré cette église abbatiale et l'a pourvue de cet orgue devant lequel nous nous trouvons. On sait que nous nommons habituellement les notes de la gamme La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Mais dans la tradition anglo-saxonne, on donne des lettres au nom des notes. La, A, etc. Et il est très possible de créer un alphabet et par conséquent de donner aux lettres d'un nom de famille un correspondant sonore. J'ai donc utilisé un système de transcription qui permet de jouer une phrase musicale qui correspond aux lettres du nom de l'abbé Le Légard, c'est-à-dire et je vais illustrer les différentes sonorités de cet orgue en
prenant toujours comme point de départ cette cellule musicale. Le grand plein jeu de l'orgue est constitué d'abord sur le clavier de grand orgue de la montre de 8, à laquelle on ajoute le prestant de 4, la doublette, la fourniture, la cymbale, et on ajoute à ça le plan sonore de positif, donc sur le premier clavier, avec le bourdon de 8, le prestant de 4, la doublette et le plein jeu. La flûte de 4 du grand orgue est un jeu particulier ici puisqu'il remonte à la Renaissance. Ce sont de très vieux tuyaux en métal très très épais et soudés de façon un peu rustique. On peut toujours distinguer aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces tuyaux de près, la vieille peinture en sang de bœuf qui a servi de protection thermique pour les soudures. Donc on va l'entendre aujourd'hui dans un trio qui normalement est joué sur le jeu de tierces. Le jeu de tierces du positif est constitué ici du bourdon de 8, auquel on ajoute la flûte de 4, le nasard, qui est une quinte, la doublette de 2 et la tierce. Et on le rend un petit peu plus incisif en ajoutant le larigot à un tiers. Et ce jeu de tierces est accompagné au grand orgue par la montre de 8 et un 8 pieds de pédale. La basse de Cromorne est un jeu qui est ici à l'intérieur du positif. C'est un jeu d'anche. Il est de facture de 1840 à peu près, de facture Ménard. Il a été remanié par Philippe Hartmann. Il est un peu particulier car les basses des tuyaux sont légèrement coniques, ouvertes vers le haut. Et cette basse de Cromorne est accompagnée ici par un bourdon de 8 et une flûte de 4 au grand orgue.
Alors, on pourrait constituer ici le grand fond d'orgue en utilisant tous les 8 pieds de l'instrument, à savoir la montre de 8, le bourdon de 8 du grand orgue, et auquel on ajoute au positif le bourdon de 8. On peut le compléter aussi en ajoutant les 2 8 pieds de l'écho, qui sont le bourdon et la gambe. Dans le cas présent, François Moreau va nous le présenter juste avec la montre du grand orgue. Le grand jeu dans l'orgue français est l'ensemble des anges réunis, accompagnés des dessus de cornet et des prestants au grand orgue et au positif. On a donc la trompette de 8, le clairon, le dessus de cornet et le prestant au grand orgue, auquel on ajoute au positif le chromorne et le prestant de 4. Le petit plein jeu du positif est en quelque sorte une réplique à échelle réduite du grand plein jeu. Il est constitué dans le cas présent au positif du bourdon, du prestant, de la doublette et des 5 petits rangs de plein jeu.